Ils appelaient cela un terrain mort. Pas une seule fois, pas deux fois. À 3 reprises, au cours de près de 40 ans, 3 sociétés minières différentes ont escaladé le même flanc de colline altéré, l'ont étudié avec confiance, ont foré dans son substrat rocheux, ont collecté leurs échantillons, ont étudié leurs résultats et sont finalement repartis. Chacun d'eux a déposé un rapport qui arrivait presque exactement à la même conclusion, utilisant un langage presque identique pour décrire ce qu'ils pensaient avoir trouvé. Selon toutes les évaluations professionnelles enregistrées, la propriété ne valait tout simplement pas la peine d'être explorée. Chaque entreprise a rayé la concession de ses cartes, a redirigé ses équipes ailleurs et a traité la Crète comme une autre leçon coûteuse d'exploration ratée. Pourtant, caché sous la pente même qu'ils avaient tous abandonnée, reposait un gisement d'or estimé plus tard à une valeur d'environ 349 millions de dollars. Ce sous-sol était de rester intact, ce que les géologues expérimentés, les équipements sophistiqués et les budgets d'exploration des entreprises avaient tous unanimement qualifié de stérile. Lorsque les résultats des analyses des nouveaux échantillons sont finalement arrivés au laboratoire des décennies plus tard, ils semblaient presque impossibles à croire. La concentration d'or enregistrée dans la carotte était si extraordinairement élevée que le responsable du laboratoire a supposé que l'équipement était défectueux. Plutôt que d'approuver les résultats immédiatement, il a recalibré la machine et testé à nouveau le même échantillon. La deuxième analyse a produit des chiffres pratiquement identiques. Refusant toujours de faire confiance à ce qu'il voyait, il ordonna un troisième test complet convaincu que des teneurs aussi étonnantes ne devraient tout simplement pas exister sous un sol déjà déclaré sans valeur par 3 équipes d'exploration professionnelles distinctes. Chaque résultat confirmait la même conclusion extraordinaire, obligeant toutes les personnes impliquées à se confronter à une possibilité qu'elles n'avaient jamais sérieusement envisagée, à savoir que les sociétés précédentes n'avaient pas simplement sous-estimé la propriété. Ils l'avaient complètement mal compris. L'homme chargé de découvrir la découverte n'était pas l'un des géologues hautement rémunérés qui avaient déjà examiné la Crète. Il n'est pas arrivé avec des hélicoptères, des drones, des logiciels d'exploration sophistiqués ou un diplôme d'ingénieur affiché fièrement sur le mur de son bureau. Au lieu de cela, il s'est appuyé sur l'expérience acquise au fil des années sur le terrain, sur l'observation pratique et sur un instinct qui refusait de disparaître simplement parce que les rapports officiels insistaient sur le fait que le terrain n'avait aucune valeur. Ce qu'il possédait était une camionnette cabossée vieille de 15 ans qui avait survécu à d'innombrables routes de montagne accidentées, un marteau de pierre dont le manche avait été usé par des années d'utilisation entre les mains de son père, avant même de lui appartenir, et une détermination presque irrationnelle à ne jamais accepter une conclusion d'entreprise simplement parce qu'il portait un logo impressionnant sur le dessus. Là où d'autres faisaient confiance à la paperasse, Kevin faisait confiance au sol sous ses bottes, estimant que la terre elle-même révélait souvent des vérités que les rapports pourraient facilement ignorer. Son nom est Kevin Beats, et dans les prochaines minutes, vous comprendrez comment un prospecteur déterminé travaillant sans budget important, sans une grande équipe d'exploration, et sans le soutien d'une puissante société minière, a découvert près d'1 milliard de dollars d'or sous des terres que les professionnels avaient déjà abandonnées à 3 reprises. C'est le genre d'histoire qui nous rappelle pourquoi la persévérance permet parfois d'accomplir ce que l'argent et la technologie ne peuvent pas réaliser. Avant de continuer, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner, car des histoires comme celle-ci sont exactement la raison pour laquelle cette chaîne existe et vous ne voudrez pas manquer ce qui se passera plus tard lorsque tous les indices négligés commenceront enfin à se mettre en place. Cependant, pour vraiment comprendre comment cette découverte remarquable s'est produite, nous devons d'abord remonter dans le temps. Bien avant que Kevin ne se trouve sur cette crête oubliée avec des échantillons qui étonneraient tout un laboratoire, rien dans son parcours ne laissait présager qu'il deviendrait l'homme qui permettrait enfin de découvrir l'une des plus grandes découvertes méconnues de la région. À bien des égards, son voyage a commencé des années avant que quiconque ait entendu le nom de la propriété. Kevin a grandi dans une famille minière, mais ce n'est pas la version glamour que beaucoup de gens imaginent en entendant ces mots. Il n'y avait pas de siège social d'entreprise, pas de salle de conseil remplie d'investisseurs et certainement pas de luxe bâti sur des générations de richesses minières. Le lien de sa famille avec l'exploitation minière était bien plus humble, défini par un travail acharné, l'incertitude et la lutte constante pour gagner sa vie sur un terrain impitoyable. Tout au long des années 1980, le père de Kevin a exploité une collection de petits claims répartis d'une crique à l'autre avec à peine plus qu'une écluse, une pelle
et assez de détermination pour continuer à chercher une autre étendue de gravier prometteuse. Chaque saison est devenue une course contre la météo, les coûts de carburant et la diminution des économies. Certaines années, l'intégralité des revenus de la famille dépendait de l'or qui pouvait être récupéré d'un seul banc de gravier avant que l'hiver n'enfouisse à nouveau tout sous la neige. Durant ces premières années, Kevin a appris des leçons qu'aucune salle de classe universitaire ne pourrait jamais offrir pleinement. Il a appris la patience parce que l'exploitation minière récompensait rarement ceux qui s'attendaient à un succès rapide. Il a appris l'observation parce que les détails subtils comptaient souvent plus que les théories impressionnantes. Mais surtout, il a appris une conviction simple qui l'accompagnera tout au long de sa carrière. Le sol lui-même ne ment pas, même si ceux qui le décrivent le font parfois. Ce malentendu provenait rarement de la malhonnêteté ou de mauvaises intentions. Le plus souvent, cela découle d'hypothèses de budget limité, d'informations incomplètes et de la réalité inconfortable selon laquelle les programmes d'exploration se terminent généralement bien avant la curiosité. Les entreprises finissent par manquer d'argent, les actionnaires exigent des résultats et les projets sont abandonnés, même lorsque des questions importantes restent sans réponse. Kevin n'a jamais oublié cette distinction. Lorsqu'il atteignit la trentaine, Kevin s'était bâti une réputation dans un secteur très restreint et hautement spécialisé du monde minier. Parmi les prospecteurs indépendants, les petites sociétés d'exploration et les mineurs vieillissants qui ont passé leur vie à travailler sur des concessions oubliées et ignorées par les grandes sociétés, son nom est progressivement devenu associé à des propriétés difficiles qui refusaient de révéler leurs secrets. Il était rarement la première personne invitée à participer à un projet d'exploration, mais il était souvent le dernier. Lorsqu'une propriété avait déjà été forée, évaluée minutieusement, officiellement rejetée, et que tout le monde avait épuisé ses idées. Kevin était parfois appelé pour l'examiner une dernière fois avant l'expiration définitive du bail. Il n'a jamais considéré ces missions comme des paris désespérés. Au lieu de cela, il les traitait comme des énigmes, attendant que quelqu'un soit prêt à poser des questions que d'autres avaient cessé de poser. Contrairement à de nombreux explorateurs en quête de publicité ou de découvertes spectaculaires, Kevin a trouvé satisfaction en résolvant des mystères bien plus discrets. Il est devenu fasciné par la différence entre ce que prétendaient les rapports officiels et ce que le paysage lui-même continuait de suggérer. À maintes reprises, il a recherché le petit écart qui sépare les conclusions écrites de la réalité géologique, estimant que des détails négligés vivaient souvent à l'intérieur de ces espaces étroits. Pendant près de 10 ans, une propriété particulière refait surface à plusieurs reprises à chaque fois que ces conversations ont lieu. Chaque fois que les prospecteurs se réunissaient autour de feux de camp, échangeaient des histoires lors de conférences minières ou débattaient de concessions négligées autour d'un café, quelqu'un finissait par mentionner la même crête oubliée. Le plus souvent, son nom est apparu comme la punchline d'une blague sur les budgets d'exploration gaspillés et les échecs coûteux, plutôt que comme une opportunité sérieuse. C'est sur cette crête oubliée que commence véritablement cette histoire extraordinaire. Son histoire minière documentée remonte à plus d'un siècle. Au début des années 1900, de petites équipes travaillaient la surface à l'aide d'outils manuels de fosse peu profondes et d'équipements simples, récupérant de modestes quantités d'or chaque fois que la fortune leur était favorable. Bien qu'ils aient parfois trouvé des signes encourageants, personne n'a jamais découvert un filon suffisamment important pour justifier un investissement majeur ou un développement permanent. Au fil des décennies, l'intérêt a progressivement disparu. Pendant une grande partie du XXe siècle, la crête était restée en grande partie intacte, s'altérant tranquillement au fil des saisons, tandis que des découvertes plus importantes attiraient l'attention ailleurs. Puis, à partir de la fin des années 1970, les sociétés d'exploration modernes ont finalement décidé que la propriété méritait un nouvel examen, estimant que l'amélioration de la technologie pourrait révéler ce que les mineurs précédents avaient manqué. La première société est arrivée avec ce qui était considéré comme un programme d'exploration professionnel standard pour l'époque. Des grilles de levée ont été établies sur toute la propriété, des trous de forage verticaux ont été soigneusement positionnés selon des modèles géologiques acceptés et des analyses systématiques ont été réalisées tout au long de la concession. Après des mois de travail, la conclusion finale semblait simple. La minéralisation aurifère était présente mais dispersée, incohérente et à teneur trop faible pour justifier une exploitation commerciale. Une fois cette évaluation terminée, la société a déposé son rapport technique, a laissé la réclamation expirer et a réorienté son attention ailleurs. Plusieurs années plus tard, une deuxième société d'exploration a acquis la propriété, convaincue que les progrès de la technologie analytique et l'amélioration de la cartographie géologique régionale pourraient produire un résultat différent.
Les ingénieurs ont soigneusement examiné les données antérieures avant de forer des trous de confirmation supplémentaires à des endroits presque identiques. Malgré l'utilisation d'un meilleur équipement et d'informations géologiques plus complètes, ils sont parvenus presque exactement à la même conclusion que leurs prédécesseurs. Une fois de plus, l'or semblait trop dispersé et de trop faible teneur pour permettre une exploitation minière rentable. Un autre rapport a été déposé à un autre programme d'exploration a pris fin et une autre société s'est discrètement éloignée de la crête. Au début des années 2000, une troisième entreprise décide de faire une dernière tentative. Leurs équipes de terrain possédaient plus d'expérience, leur équipement de forage s'était considérablement amélioré, et leur équipe géologique croyait sincèrement que les méthodes d'exploration modernes pourraient découvrir quelque chose que les sociétés précédentes avaient négligé. L'optimisme est resté élevé tout au long des premières étapes du projet. Malheureusement, leur stratégie différait très peu de celle de leurs prédécesseurs. Ils ont suivi des grilles de forage similaires, se sont appuyés sur des trous de forage verticaux presque identiques, ont collecté une autre série de résultats d'analyse décevants et sont finalement parvenus à la même conclusion décourageante. Encore une fois, la propriété a été officiellement déclarée non rentable et le programme d'exploration a pris fin. Au moment où ce troisième rapport technique est entré dans les archives, la crête avait acquis une mauvaise réputation dans les cercles miniers régionaux. Tout le monde semblait familier avec son histoire, et presque tout le monde pensait déjà savoir comment l'histoire se terminait avant de l'entendre. Mentionner la propriété lors de conférences minières suscitait généralement des rires, plutôt qu'une discussion sérieuse, devenant un raccourci pour des projets d'exploration coûteux qui consommaient de l'argent tout en produisant peu de résultats. Pourtant, il y a une étape importante que presque personne n'a jamais pris la peine de franchir. Même Kevin lui-même l'a ignoré pendant des années. Au lieu d'accepter les résumés rédigés au début de chaque rapport, presque personne n'a investi le temps nécessaire pour comparer les 3 programmes d'exploration ligne par ligne, trou de forage par trou de forage, à la recherche de modèles cachés sous des décennies d'hypothèses. Lorsque Kevin a finalement réparti les rapports sur sa table et a commencé à lire attentivement chaque page, quelque chose a immédiatement attiré son attention. Bien que 30 ans séparent les programmes d'exploration et que 3 sociétés complètement différentes les aient gérés, chacune d'entre elles a abordé la propriété presque exactement de la même manière. Leurs trous de forage étaient majoritairement verticaux ou presque verticaux, disposés selon des grilles d'exploration conventionnelles conçues autour du modèle géologique accepté pour la région. Cette approche était parfaitement logique si l'or se trouvait dans de larges zones minéralisées à faible pendage, exactement comme les géologues l'espéraient dans une grande partie de la ceinture de montagnes environnantes. Cependant, Kevin avait passé des années à étudier la géologie structurale de ce corridor spécifique pour un projet totalement indépendant. Et au cours de ses recherches, il a découvert quelque chose que la plupart des modèles d'exploration régionaux reconnaissaient à peine. Cette section de la chaîne de montagnes possédait une histoire documentée, bien que étonnamment sous-estimée, de systèmes de failles étroites contenant des fractures à forte pente. Pendant des millions d'années, des fluides riches en minéraux ont voyagé vers le haut à travers ces fractures, déposant de l'or dans des veines remarquablement minces, mais extraordinairement riches. Contrairement aux gisements plus vastes, ces structures se comportaient très différemment, et leur localisation nécessitait une stratégie d'exploration complètement différente. Cette prise de conscience a révélé la faiblesse fatale partagée par les 3 programmes d'exploration précédents. Lorsqu'une veine d'or extrêmement abrupte se trouve presque verticalement sous la surface, un trou de forage vertical peut la longueur sur des centaines de pieds sans jamais couper directement la structure minéralisée. Au lieu de croiser la riche veine, la foreuse suit simplement celle-ci, récupérant à peine plus que de la roche ordinaire, tandis qu'une fortune extraordinaire reste cachée à seulement quelques mètres. En d'autres termes, 3 sociétés expérimentées pourraient avoir foré directement à côté de l'une des découvertes aurifères les plus riches de la région, sans jamais vraiment y forer. L'or n'avait jamais disparu. La crête n'a jamais été sans valeur. Les méthodes d'exploration elles-mêmes allaient tout simplement dans la mauvaise direction, permettant à près de 349 millions de dollars de richesses cachées de rester enfouies sous un sol que l'industrie minière avait déjà abandonné comme étant désespérée. Non pas parce que l'or n'est pas là, mais parce que votre forêt n'a jamais traversé le chemin où il se trouve. 3 entreprises, 3 décennies, pas un seul trou angulaire, conçu pour tester ce type de structure. Personne n'avait rien fait de mal. Exactement. Ils avaient utilisé une méthodologie solide et standard. Ils avaient simplement utilisé la bonne méthode pour un type de terrain différent encore et pris la répétition pour une preuve. Le carrier que personne n'a ouvert.
C'est la partie de l'histoire qui devrait vous donner des frissons si vous avez déjà travaillé sur quelque chose pour lequel la réponse officielle ne vous convenait pas. En fouillant dans les anciens registres miniers du comté, et non dans les rapports d'entreprise, dans les documents d'archives que personne ne numérise, Kevin a trouvé une référence à un petit opérateur qui avait exploité une fosse peu profonde sur cette même propriété au début des années 1960, bien avant l'un des 3 programmes d'exploration moderne, bien avant que des protocoles standardisés ou sûrs n'existent même dans leur forme actuelle. Il lui a fallu près de 2 mois d'appels téléphoniques et finalement un trajet en voiture jusqu'à une société historique régionale à 3 heures de chez lui pour retrouver le carnet de notes personnelles de l'opérateur. Manuscrit. Dégâts des eaux sur un bord. Jamais transcrit, jamais numérisé. Et autant que Kevin ait pu le déterminer, jamais référencé par aucune des 3 sociétés qui ont suivi. À l'intérieur, c'est un seul passage qui a tout changé. L'ancien avait décrit dans son propre langage simple une étroite traînée d'or inhabituellement riche, traversant la paroi de la fosse à un angle raide presque vertical, ce qu'il appelait une fissure traversant directement la bonne roche. Il avait travaillé cette séquence à la main pendant une saison complète, avait gagné beaucoup d'argent selon les normes de l'époque, puis l'avait complètement perdu lorsqu'une section du mur de la fosse s'était effondrée et avait enterré l'exposition. Il ne l'a jamais déplacée. Et lorsque les équipes d'exploration moderne sont arrivées des décennies plus tard, ce sol avait déjà été officiellement reclassé sur le papier comme étant de faible qualité et sans particularité. Ce seul paragraphe dans un cahier resté intact dans une boîte de classement pendant environ 60 ans était un fil conducteur tiré par Kevin. Il a approché la petite société d'exploration qui détient actuellement le bail avec ce qui était honnêtement un discours modeste et légèrement inhabituel. Il ne s'agit pas d'un programme d'exercice complet. Il ne s'agit pas d'une demande de capital majeur. Juste une poignée de trous inclinés percés spécifiquement pour traverser une structure à forte pente, au lieu d'être parallèle à celle-ci, ciblée aussi près que possible des coordonnées décrites dans ce vieux carnet. Ce n'était pas une vente facile. Les dossiers internes de l'entreprise montraient que ce terrain précis avait déjà été testé à 3 reprises par 3 opérateurs professionnels distincts, tous avec le même résultat. Pourquoi dépenser de l'argent pour réprimander ce que tout le monde dans l'industrie a déjà accepté comme un fait? La réponse de Kevin est une phrase que les gens de cette communauté régionale d'exploration répètent encore aujourd'hui. Personne n'avait réellement testé son idée. Ils avaient testé une idée différente à 3 reprises et avaient obtenu la même réponse à 3 reprises, car il s'agissait de la même question posée de la même manière, en utilisant la même géométrie de forage encore et encore. La répétition n'est pas une vérification. Finalement, avec un budget modeste qui couvrait à peine le carburant, les salaires de l'équipage, et 4 trous de forage, l'entreprise a dit oui. 4 trous, inclinés, délibérément différents de tous les trous forés sur cette propriété depuis plus de 40 ans. C'est ce qu'il a fallu pour enfin poser au sol une question que personne ne lui avait posée auparavant. Le trou qui a tout changé. Les 2 premiers trous ont été réalisés presque exactement comme au cours des 3 décennies de forage précédentes. Minéralisation dispersée à faible teneur, rien de dramatique. Rien qui aurait surpris un géologue d'un des programmes précédents. Pendant quelques jours tendus sur cette crête, il semblait vraiment que la théorie de Kevin pourrait tranquillement rejoindre la longue liste d'idées prometteuses qui n'ont tout simplement pas abouti. Puis le 3e trou est arrivé. Les carottes extraites de ce trou ne ressemblaient à rien de ce que l'équipe de forage avait vu auparavant sortir de cette montagne. Une bande étroite et continue de minéralisation aurifère visible traversant section après section de la carotte. C'est le genre de résultat qui incite un superviseur de forage expérimenté à arrêter la plateforme en cours de quart de travail et à conduire personnellement les boîtes de carottes jusqu'au géologue du site au lieu d'attendre le processus normal de rapport de fin de journée. Le laboratoire d'analyse. Procédure standard chaque fois que les chiffres reviennent inhabituellement élevés. J'ai analysé les échantillons 2 fois avant de publier quoi que ce soit officiellement, juste pour exclure toute contamination ou erreur d'équipement. Les 2 courses correspondaient, et ils n'étaient pas seulement bons, ils étaient considérablement voire inconfortablement plus élevés que tout ce qui avait jamais été enregistré au cours de 4 décennies d'exploration professionnelle sur cette propriété. Ensuite, le 4e trou foré, spécifiquement pour encadrer la découverte, et confirmer l'étendue de la structure a de nouveau touché la même zone, à peu près parallèle au trou 3. Ce n'était pas une anomalie isolée, c'était une véritable veine continue à forte pente. Précisément le genre de structure que décrivait un carnet manuscrit vieux de 60 ans, et précisément le genre de structure que 3 programmes de forage modernes bien financés et dépourvus de professionnels avaient été géométriquement incapables de croiser correctement.
Une société indépendante d'estimation des ressources a été chargée de modéliser la structure et de lui attribuer un numéro en travaillant à partir d'une intersection de forage, confirmer des enregistrements de production historique de cette fosse des années 1960 et d'une modélisation géophysique de la distance probable de la veine dans les deux directions. Leur chiffre final, 349 millions de dollars en valeur d'or contenue, se trouvait tranquillement dans une veine qui était là intacte, puisque 3 sociétés professionnelles distinctes se tenaient directement au-dessus, et chacune concluait indépendamment qu'il ne restait plus rien qui vaille la peine d'être découvert. Lorsque les résultats ont été rendus publics, la réaction de la communauté régionale de l'exploration s'est située quelque part entre l'incrédulité et un discret embarras professionnel. Les géologues qui avaient travaillé sur les programmes précédents sont revenus en arrière et ont extrait leur propre rapport vieux de plusieurs décennies, juste pour vérifier, et ont confirmé exactement ce qu'ils craignaient de trouver. Leur trou de forage s'était déroulé à quelques mètres de la structure réelle de chaque côté de celle-ci année après année sans jamais la traverser. Lorsqu'un journal régional a contacté Kevin pour obtenir ses commentaires, il a répondu brièvement. Le rocher avait dit la vérité tout le temps. Personne ne lui avait simplement posé la bonne question. Qu'est-ce que la crête t'a réellement appris, S? Il est tentant de classer toute cette histoire comme un coup de chance, un point de vue têtu qui est tombé par hasard sur quelque chose que 3 sociétés professionnelles ont manqué. Mais cette lecture passe à côté de la véritable leçon enfouie dans cette histoire, et cela vaut la peine d'être précis à ce sujet. Kevin Beats n'a pas réussi parce qu'il disposait d'un meilleur équipement que 3 sociétés minières professionnelles. À chaque étape de sa découverte, il disposait de moins d'argent, moins de personnel, moins de soutien institutionnel, moins d'accès à la technologie d'enquête moderne que n'importe quelle équipe qui l'avait précédé sur le même terrain. Ce qu'il avait, c'était un refus d'accepter qu'une question ait déjà reçu une réponse simplement parce qu'elle avait déjà été posée. 3 entreprises ont posé la même question de la même manière en utilisant la même méthode et ont obtenu 3 fois la même réponse. Ouah n'est pas une confirmation, c'est une répétition déguisée en certitude. La véritable contribution de Kevin n'était pas une nouvelle technologie. C'était un nouvel angle au propre comme au figuré, une volonté de se demander si la méthode elle-même pouvait être la raison pour laquelle rien n'avait jamais été trouvé, au lieu de simplement accepter, comme l'avaient fait 3 entreprises bien financées, que rien n'était là à trouver. Et cette idée va bien au-delà du secteur minier. Partout où un consensus se forme dans la recherche, dans les affaires, dans n'importe quel domaine, où les gens construisent leurs conclusions sur la base de ceux qui les ont précédés, il existe un risque réel que tout le monde arrête tranquillement de vérifier le terrain brut et commence à se fier au résumé. Un rapport qui ne conclut rien. Ici, signifie simplement que rien n'a été trouvé en utilisant cette méthode particulière sous cet angle particulier par cette équipe particulière à ce moment précis. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Les 349 millions de dollars qui se trouvent sur cette crête n'ont pas été créés le jour où Kevin Beats les a découverts. Il était resté dans ce rocher pendant des millions d'années, attendant plus d'1 siècle d'histoire minière et 4 décennies d'exploration professionnelle, tandis que les sociétés les unes après les autres traversaient directement la surface au-dessus et concluaient encore et encore qu'il ne restait plus rien. Une personne est revenue à la matière première au lieu de la conclusion raffinée. Une personne a posé une question qui, sur le papier, semblait avoir déjà reçu une réponse à 3 reprises et a eu la patience de constater que ce n'était pas le cas. Et une personne était assez têtue pour continuer à tirer sur un fil qui commençait dans un cahier vieux de 60 ans que personne d'autre n'avait pris la peine d'ouvrir depuis un demi-siècle. C'est la vraie histoire ici. Pas de chance. Pas un cadeau caché. Juste un homme qui a refusé d'arrêter de regarder un peu plus longtemps que tout le monde. Si cette histoire est différente, assurez-vous d'être abonné, car nous vous en proposons une nouvelle similaire chaque semaine. Les découvertes que les experts ont manquées et les gens qui ont tout simplement refusé de s'en aller. Déposez un commentaire ci-dessous. Auriez-vous fait confiance à votre instinct, comme Kevin l'a fait? 3 rapports en profondeur, avec tous les acteurs de l'industrie, vous donnant déjà la réponse. Rendez-vous dans le prochain.